Bonjour à tous. Nous allons démarrer cette réunion publique des amoureux de la France. Avant, je voudrais commencer par remercier Madame Clotilde Pouzergue, qui est le maire d'Oulin, et les services de la ville qui mettent cette salle à notre disposition ce soir. Je voudrais également remercier l'ensemble des élus présents. Alors, je ne vais pas me risquer à les énumérer, à les nommer un par un, je risquerai d'en oublier beaucoup. Cela dit, je vous remercie de prendre le temps de venir pour certains soutenir, pour d'autres découvrir cette initiative des amoureux de la France. Voilà, et puis je vois quelques jeunes dans l'Assemblée, et je suis content d'en retrouver certains qui étaient déjà là il y a 2 ans, lors de la campagne des primaires de Jean-Frédéric Poisson. Et je ne doute pas qu'il est très content de vous revoir presque 2 ans après son passage à Lyon. Je voudrais également remercier tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de cette conférence, notamment les réunions, notamment les équipes locales et nationales de Debout la France et du Parti chrétien-démocrate. Alors les amoureux de la France, ce n'est pas un nouveau parti, c'est une plateforme collaborative créée à l'initiative de Jean-Frédéric Poisson et de Nicolas Dupont-Aignan il y a 1 an, qui vise à réunir tous les Français, quelle que soit leur appartenance politique, autour d'un projet commun de redressement de la France. En une phrase, les amoureux de la France veulent mettre le projet, les idées, le pays avant les partis, et Dieu sait qu'il y en a bien besoin pour sortir de ces querelles de partis et enfin traiter des sujets de fond. Alors pourquoi sommes-nous réunis ce soir, ici, malgré nos différentes étiquettes politiques, puisqu'il y a des intervenants du Parti chrétien-démocrate, de Debout la France, du MPF, du CNIP sur l'estrade. Il y a également dans la salle des représentants ou des personnes engagées au Rassemblement national, au Ciel, aux Républicains, à Sens commun, à Lyon d'hiver droite également, et certainement beaucoup parmi vous qui ne sont engagés dans aucun parti. Si nous sommes ici, je crois que c'est parce que nous avons tous un constat que nous refusons, un paradoxe que nous jugeons inacceptable. D'une part, nous constatons le déclin de notre pays jour après jour, et on ne voit pas vraiment quand et comment cela pourrait changer, à vue humaine en tout cas. D'autre part, nous savons que la France est une nation riche de ses 15 siècles d'histoire, avec un patrimoine culturel exceptionnel, une langue parlée à travers le monde, un pouvoir d'influence qui en découle, un territoire qui s'étend lui aussi à travers le monde, des entrepreneurs innovants, et on pourrait continuer la litanie longtemps. Bref, notre pays a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, mais si certains se croient en marche, la France, elle, définitivement, ne marche plus. Et aux amoureux de la France, nous sommes convaincus que notre voie est possible, elle nécessite conviction et courage politique. Alors je voudrais juste préciser quelques points concernant les convictions. Levé certainement l'a entendu, dans cette salle, nous ne sommes pas tous d'accord sur tous les sujets. C'est une évidence, nous avons quelques différences, quelques divergences parfois. Pour autant, ce qui nous rassemble mérite que nous nous battions ensemble pour le faire advenir. En ce qui concerne les amoureux de la France, sans être exhaustifs, nous nous battons pour la défense de notre souveraineté nationale contre les dérives de l'Union européenne, pour promouvoir une Europe des nations et des projets. Nous nous battons pour que la France reste une communauté solidaire, unie autour d'une culture de référence qui prend ses racines à Rome, à Athènes et à Jérusalem. Nous revendiquons les racines chrétiennes de la France et de l'Europe, et cela n'exclut personne, car il s'agit de l'essence même de notre culture que d'être ouverte à tous. Et je dirais même que notre culture est la condition de notre ouverture au monde. Nous défendons la primauté de l'homme et du bien commun sur le tout économique. Nous voulons promouvoir les corps intermédiaires, la famille en premier lieu bien sûr, les entreprises, les associations, les territoires, afin de permettre à chaque homme et à chaque femme de se réaliser. Un autre point qui nous rassemble aux amoureux de la France, c'est notre opposition à la politique menée par Emmanuel Macron. Alors il ne s'agit pas d'une opposition de principe, mais bien d'une opposition fondée à partir des différentes idées que je viens d'énumérer. Car il ne faut pas que nous nous trompions, malgré les artifices de communication, le projet d'Emmanuel Macron marque la fin de la nation française vis-à-vis de son soutien à une souveraineté européenne. C'est la loi féroce du marché, la domination de l'argent sur l'humain. C'est une société communautariste. Et c'est enfin un État qui centralise et contrôle toujours plus au détriment des corps intermédiaires et de nos libertés fondamentales. Je terminerai donc sur ce point. L'élection d'Emmanuel Macron et son projet mortifère pour la France nous obligent. Il est de notre devoir, encore une fois, sans minimiser nos différences, de nous rassembler, de faire travailler ensemble les personnes de bonne volonté pour faire gagner nos idées. C'est l'ambition de cette initiative des amoureux de la France, à qui je souhaite beaucoup de succès, non pas pour cette initiative en tant que telle, qui ne reste qu'un moyen, mais bien pour la finalité qu'elle se donne, à savoir la France et ce que nous allons transmettre aux générations à venir. Je vous propose maintenant d'écouter nos intervenants, que Gerbert Rambaud, responsable départemental de Debout la France, va présenter. Nous aurons ensuite un long temps de questions-réponses et on vous proposera un verre de l'amitié pour terminer la soirée.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne réunion des amoureux de la France. Alors, chers amis, comme vous le voyez, les amoureux de la France, cela existe aussi donc déjà à Lyon. Ça fait plusieurs mois qu'on échange régulièrement ensemble avec Olivier Pirard, représentant du PCD, et puis nous avec DLF, avec Maggie Girard, avec Corinne Ferretti, et moi-même. Et donc après leur laisser la parole, je vais vous présenter à mon tour la réunion à venir. Alors juste avant, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont rendu cette réunion possible. Étape exceptionnelle vers la recomposition du paysage politique que nous attendons tous. Chateaubriand disait « Le péril s'évanouit quand on ose le regarder ». Eh bien ce soir, nous avons ici des hommes et des femmes, politiques d'horizons différents, qui osent regarder la réalité du monde politique, qui osent regarder le péril qui touche la France, et surtout, qui osent dire qu'il faut enfin que les différents partis de droite ou d'ailleurs osent se réunir. C'est la démarche des amoureux de la France, et j'aimerais que l'on applaudisse tous ceux qui ont réussi à quitter la capitale de la France pour rejoindre la capitale des Gaules, ou l'un, pour échanger avec nous. Ils méritent tous vos applaudissements. Alors même si certains sont déjà très connus, je vais tout de même vous les présenter rapidement. Alors en commençant par les femmes, donc Emmanuelle Gave, avocate, directrice exécutive de l'Institut des Libertés, fille de Charles Gave, économiste que nous connaissons tous bien. Ils ont rejoint les amoureux de la France dès le début et nous font profiter de tous leurs travaux très pertinents. Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, que je n'ai pas besoin de présenter, si ce n'est pour insister sur le courage qu'il a eu d'affronter les primaires des Républicains, ancien député maire de Rambouillet, et sur l'apport du diplômé de philosophie qu'il est, et qui lui permet une vision d'une grande profondeur quand il s'agit de réfléchir sur l'avenir de notre société, de notre civilisation, et un homme qui ose s'affranchir des Républicains quand l'enjeu de la France le nécessite. Alors Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat à la présidentielle où il a réuni près de 2 millions de voix, député de l'Essonne, et longtemps le maire le mieux élu pour les grandes villes, ancien maire de Hyères. Il a eu un courage exceptionnel lors du second tour de la présidentielle. On le disait mort politiquement et en réalité, les Français ont su reconnaître en lui un homme d'exception, une des personnalités préférées chez les électeurs de la droite, comme le reconnaissent les sondages actuels. Il a eu ce courage d'affronter le politiquement correct, car il s'agit tout simplement de la survie de la France. Bruno Nort, président du CNIP, le plus vieux parti politique de France, qui a été créé en 1949, que la région connaît bien, puisque son président a longtemps été Antoine Pinet, qui était né dans le Rhône, puis maire de Saint-Chamond. Et ce parti représente un courant ancien, mais toujours d'actualité dans le paysage politique français. Et enfin, j'excuse Véronique Besse, la maire des Herbiers de Vendée, des responsables du MPL, qui n'a pas pu venir. Et je remercie Patrick Louis, qui a accepté de la représenter. Alors Patrick, on se connaît depuis bien longtemps, ancien député européen élu avec Philippe de Villiers. Je suis ravi de te retrouver donc, dans cette réunion des amoureux de la France. Pour paraphraser donc, un slogan si mal utilisé, je dirais que pour une fois, toutes nos diversités politiques sont une réelle richesse pour nous. Et comme les amoureux de la France ont décidé de soutenir la liste menée par Nicolas Dupont-Aignan, je suis heureux que tous ceux qui sont présents ici dans leur diversité soutiennent cette démarche de rassemblement. Donc je ne retiendrai pas plus longtemps la parole et je vous laisse entre la main de nos intervenants d'exception. Et j'ai cru comprendre que notre ami Bruno Nord, qui je crois devait partir un peu plus tôt que d'autres, eh bien, va être celui qui va inaugurer cette grande réunion. Je vous remercie de l'applaudir. Je reprends la parole juste une seconde. Il y a une Peugeot 5008 de mémoire, bleue, immatriculée BP 921 MT dans l'Ain qui gêne. Elle est grise, bon, la nuit tout se ressemble. Mais du coup, voilà, si le propriétaire peut la déplacer, voilà, je vous remercie par avance. Et une précision concernant Patrick Louis, il est également secrétaire général du Mouvement pour la France.
moi, je voudrais commencer par une citation de Georges Clemenceau. Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Et quand on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Je voudrais simplement vous dire que c'est l'état d'esprit qui est le nôtre avec les amoureux de la France. Une petite remarque en ce qui concerne le CNIP, c'est pas le plus vieux parti de France, parce que le plus vieux parti de France, c'est le Parti radical, qui est né à peu près à la fin du XIXe siècle. Le CNIP, il est né en 1949, c'est le plus vieux parti de la droite française. 1949, nous allons bientôt fêter notre 70e anniversaire. Alors, quelle est la démarche d'abord des amoureux de la France? Pourquoi, diable, on s'est dit un jour qu'on allait se réunir? Parce que tout d'abord, on en avait assez de perdre les élections. On nous a raconté que les élections étaient gagnées d'avance. On nous a raconté que les élections étaient gagnées d'avance, et puis finalement, on les a toujours perdues. Et il y en a assez. Alors, effectivement, entre Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Gave et Patrick Louis et d'autres, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous instaurions une forme de troisième voie, donner un choix entre les deux mastodontes que sont les Républicains et le Rassemblement national, de façon à ce qu'il y ait une alternative politique qui représente autre chose. Et qu'est-ce que nous représentons? Alors pour le CNIP, qui est un parti de droite, vous comprendrez aisément que tout d'abord c'est l'union des droites. On nous raconte que c'est ni droite ni gauche maintenant, que finalement les valeurs de la droite et de la gauche elles se valent. Eh bien pour moi, ce ne sont que des balivernes. Il y a bien toujours un clivage gauche-droite, et même si quand on a des valeurs de droite, ce n'est pas forcément les valeurs de gauche. Mais ce qui nous rassemble, c'est au-delà de ces valeurs. Si moi je veux l'union de la droite pour gagner, c'est qu'au-delà, il y a les valeurs de la France. Et effectivement, une fois qu'on parle de la France, les valeurs de la France, elles sont ni de droite, ni de gauche. Et c'est ce qui nous rassemble aussi aux amoureux de la France. Ce qui est le plus fort dans cette affaire, c'est qu'il nous faut préparer un programme commun. Il faut que les divisions cessent, que ce programme et que les élections européennes préfigurent ce que nous pourrons faire de façon encore plus grande dans notre pays demain pour les élections nationales. Les élections européennes, c'est un galop d'essai de ce que nous pourrons faire plus largement. Il doit y avoir une dynamique. Et cette dynamique, elle est avant tout collective. Et je le dis très simplement, elle sera collective ou nous échouerons. Parce que c'est souvent à cause des égos des uns et des autres que nous n'avons pas été capables de nous rassembler. Alors, fini les divisions, faisons en sorte que cette alliance de partis et de personnalités, parce qu'on dit toujours les partis, oui, enfin, arrêtons de rigoler. L'immigration, c'est quand même la politique qui a été menée depuis des années dans ce pays qui nous mène à la situation dans laquelle on est. L'Europe, c'est pas l'Europe en tant que telle, c'est les politiques, c'est les eurocrates, ce sont les hommes qui gouvernent. Et les partis, c'est la même chose. Est-ce que ce sont véritablement les partis qui sont en cause ou les hommes qui dirigent les partis? Il n'y a de valeur que d'hommes, disait le général de Gaulle. Je voudrais simplement finir mon propos parce qu'effectivement, j'ai un train à prendre pour rentrer à Paris. Il y avait, mes amis, un rêve qui s'appelait la France. Eh bien, il nous appartient de réaliser ce rêve. Merci. Bonsoir. Faire un discours est difficile. Winston Churchill avait l'habitude de dire, pour faire un bon discours, il faut se lever, il faut être brève, et il faut se rasseoir très vite pour être invité. Alors, je suis debout, je vais essayer de parler fort, et je vais essayer d'être suffisamment brève pour être invité. D'abord, pourquoi suis-je là ce soir devant vous? Probablement pour la même raison que vous êtes là ce soir assis devant moi, c'est que nous avons tous une passion en commun. Nous sommes tous des amoureux de la France. L'écrivain Georges Bernanos, l'écrivain engagé, écrivait cette chose que je trouve sublime, qui est « Il y a une bourgeoisie de droite, il y a une bourgeoisie de gauche, mais il n'y a pas de peuple de droite ou de peuple de gauche. Il n'y a qu'un peuple français. » Or, la nation française...
première fois était sans doute à Bouvines en 1214, où des milices populaires venues de toute la France sont venues aider Philippe Auguste à faire battre les Anglais et les Allemands en retraite. Et puis on a eu Jeanne d'Arc, on a eu Valmy, on a eu les cuirassés de Reinshofen, on a eu les cadets de Saumur, les poilus en 14-18. Bref, à chaque fois, le peuple est venu au secours de notre pays, est venu au secours de la France. Le général de Gaulle commençait ses mémoires d'espoir par la phrase suivante « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France », qui est une phrase aussi mythique. Mais que voulait-il dire? Qu'est-ce que cette certaine idée de la France? Alors probablement pour moi, la première, c'était que c'était une nation, probablement la plus ancienne de nos nations. Alors la question d'après, mais qu'est-ce qu'une nation? Deux conceptions de la nation se sont affrontées au cours du XIXe siècle. Il y avait la conception allemande et la conception française que vous retrouverez dans les écrits d'Ernest Renan, et que je vous invite à aller chercher, qui était que la France n'était pas, le français n'était pas lié à la race, mais était lié à sa volonté d'appartenance, donc à la volonté personnelle de chaque individu, que l'on retrouve résumé de façon sublime par Romain Gary, juif ukrainien, qui écrivait « Je n'ai pas une seule goutte de sang français dans les veines, mais la France coule dans tout mon sang. » Et c'est exactement, je crois, ce que nous ressentons pour beaucoup aujourd'hui. Or, ce merveilleux mystère d'une union entre des populations complètement différentes, Alsaciens, Corses, Lyonnais, Toulousains, Bretons et Lorrains, qui ne sont unis que par une passion commune qui est celle de leur pays, subit aujourd'hui des attaques sans précédent. Alors pourquoi? Parce qu'une partie de nos élites, de Bruxelles et d'ailleurs, pense qu'il est nécessaire de détruire la France pour construire l'Europe. Or, c'est un contresens total. Car la France est le cœur vaillant de l'Europe. On ne saurait avoir de construction européenne sans avoir une France présente au milieu. Et du coup, que se passe-t-il? Nous avons une France malade et une Europe malade. Pour revenir à la conception de l'Europe, il y avait deux conceptions à l'origine. À l'origine de Jean Monnet, de Casperi, d'Adenauer, il y a eu deux conceptions. Il y avait la conception ancienne, basée sur la notion de subsidiarité, qui était celle de l'Église catholique, qui était de dire en gros ce qui pouvait être fait à hauteur de la paroisse devait l'être à ce niveau, si on ne pouvait pas en remonter à hauteur de l'évêque, et sinon on allait vers le pape. Et puis il y avait la vision romaine de l'Empire, qui elle était une vision autoritaire, avec un pouvoir qui arrivait du haut, qui retombait et qui tapait sur les institutions jusqu'à temps qu'elles plient. Or, le modèle européen a choisi le deuxième, qui est antidémocratique. À chaque fois que les peuples ont été interrogés, les peuples ont rejeté l'idée autoritaire de l'Europe. Mais une poignée de politiques a préféré trahir la nation au profit de cette caste, une caste de politiques non élus, ceux que le général de Gaulle appelait le parti de l'étranger, et ils le sont restés. Le constat... Donc, comme je le dis souvent, je l'ai dit au Congrès aussi, si on analyse correctement, au cours de cette Ve République, on se rend compte qu'en définitive, la gauche a trahi le peuple, et la droite, et c'est presque plus grave, elle a trahi la nation. Voilà pourquoi ces élections qui viennent sont extraordinairement importantes. Pourquoi? Parce que le but est tout simple. Il faut que nous arrivions à reconquérir nos souverainetés. Parce que si nous n'arrivons pas à reconquérir nos souverainetés, le conservateur, la libérale que je suis, tous les partis n'auront plus aucune existence. Aujourd'hui, la seule raison d'espérer, c'est de reconquérir ce pouvoir. Le combat sera dur, le combat sera sûrement houleux, parce que nos ennemis sont extrêmement puissants. Mais il n'est encore une fois de défaite honteuse que si l'on ne livre pas bataille. Et personnellement, je crois très fermement en cette citation d'Edmund Burke, qui disait que rien de grave ne peut arriver dans un pays quand les hommes d'honneur se lèvent. Levez-vous. Merci à vous tous d'être ici présents, de manifester par votre présence votre engagement politique. Merci surtout aux responsables de partis ici présents de prendre l'audace, d'avoir l'audace de s'exposer et de mener un combat qui est nécessaire, vital, mais urgent. Moi, personnellement, je
Je ne suis pas ici pour représenter un parti, parce que ce parti est en sommeil. Je suis là en tant qu'ancien député européen. Je suis là en tant qu'ami de Nicolas et Jean-Frédéric, de l'État, pour soutenir leur candidature et dire qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Oui, je connais la bête de l'intérieur. J'ai pu siéger. À Bruxelles, on appelle, ce qui n'est pas le Parlement, parce que le Parlement est à Strasbourg, on appelle le bâtiment le caprice des dieux. Et je vous assure qu'être Dieu pendant 5 ans, c'est pas mal. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. La capacité de cette machine à pervertir ses membres est considérable. Les fonctionnaires sont rémunérés bien plus que les députés. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires français ne refusent une chose d'aller là-bas. Et là-bas, vous êtes dans une logique qui vous prend avec des commissaires, une commission toute puissante, qui vous enserre et qui fait que vous finissez par vous demander si vous avez raison ou tort d'être attaché à ce que votre père, votre grand-père, vos aïeux aimaient, c'est notre pays, la France. Donc j'invite ici à un retour au réel très fort. Il faut ramener aux réalités, quitter un peu nos écrans qui font écran entre nous et la réalité, revenir là-dessus. La première chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut casser le terrorisme sémantique dans lequel nous vivons. Je suis européen, vous êtes européen. L'Europe n'est pas l'Union européenne. L'Europe est une réalité historique. C'est une réalité historique qui a été façonnée en grande partie par les fils de Saint-Benoît. Et cette réalité, elle est un fait. Il y a des racines chrétiennes, mais il y a surtout un héritage chrétien, ce sont des faits. Et dire à n'importe quel citoyen qui habite sur l'Europe qu'il n'est pas européen, c'est un mensonge. L'Union européenne est une forme politique. Et puisqu'on a des chefs d'État qui se disent constructivistes, ce qui veut dire qu'il faut tout construire, parce qu'on peut tout construire, parce qu'il n'y a pas de données, il n'y a pas de réel à partir duquel il faut partir, eh bien, appliquons leur système, déconstruisons cette Union européenne qui est une construction qui est mal basée. Ça, c'est le point très important. Et revendiquez bien, empêchez cette dialectique infernale de dire « vous n'êtes pas européen ». Mais comme ça a été très bien dit de nombreuses fois, c'est parce que nous sommes français que nous sommes européens. Mais c'est pas parce que je suis européen qu'exceptionnellement me permettra d'être régional de l'État, c'est-à-dire d'être français. Il y a un ordre qui va de là où je vis vers le haut, mais il n'y a pas cette médiation qui doit capter et devenir une sorte d'État jacobin qui empêcherait à la France d'être la France. On a assez de travail comme ça. Deuxième phénomène en ce qui concerne l'appel au réalisme, il faut bien faire qu'on fait de la politique. Et la politique, c'est quelque chose de noble, mais il y a une dimension tactique également. Il faut que dans notre comportement, nous pensions au rassemblement. Parce que l'important, c'est pas de faire. Et vous pourrez, cette liste va faire un beau score. Mais même si vous tangentez les 20% ou je ne sais quoi, ou les 30%, l'important, c'est d'avoir 50%. L'important, c'est de changer le cours de l'histoire. Donc il faut que notre comportement soit pas trop critique vis-à-vis de nos voisins, qu'ils soient sur notre droite et de gauche. Je sais que les amoureux de la France sont une droite et une gauche, mais moi je préfère l'escalier de droite pour monter l'étage dessus. Et donc, ah oui, parce que la gauche sociétale et la gauche libertaire, c'est pas mon truc. Mais donc, il est bien évident. Il est bien évident qu'il faut rassembler. Donc, il faut. Et en Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir, même si certains peuvent le critiquer, Wauquiez et Étienne Blanc qui font du beau boulot. Et nous avons également à notre droite beaucoup d'amis. Donc il est évident qu'il faut qu'on soit le phare, le point d'attache à partir duquel se fera quelque chose. Sur le plan tactique aussi, il faut bien sûr se former. Et c'est fondamental de se former, parce que pour bien défendre, il faut savoir ce que l'on veut, autrement on est embarqué par la vague de l'opinion, je ne sais quoi. Et là, je veux rendre un hommage singulier à Olivier Pirat, qui était là tout à l'heure. C'est l'exemple typique de l'homme politique qu'il faut avoir. Il a commencé par apprendre, il a étudié, il a travaillé humblement, il agit humblement, il a une ambition énorme pour son pays, et en grande partie, si un événement comme ça peut se faire, c'est grâce à Olivier Pirat et à Gilbert Roux. Bien sûr qu'il faut un programme, mais n'insistons pas trop sur le programme. Le problème est bien plus grave que cela. Le programme, c'est quoi? C'est que l'Europe est en train de couler. Elle est en train, l'Union européenne, excusez-moi, je peux prendre mes propres pièges, l'Union européenne est en train de couler. Les Anglais sont partis pour des raisons. Bien sûr, on dira que ce sont des débiles, des cons, des populistes, etc. Je suis populiste. Le populiste, c'est celui qui en a marre de se faire critiquer par des élites qui, en fin de compte, passent leur temps à ne pas servir leur peuple, mais à servir leurs intérêts. Et donc, il est bien évident...
repère un peu le fil de mon affaire, parce que je ne lis pas du tout mon papier, hein, je regarde mon papier, mais il est bien évident que le programme n'est pas du tout essentiel. Que le groupe de Visegrad, qui est composé des Polonais, qui est composé de la Tchéquie, qui est composé de la Slovaquie, de la Hongrie, ces peuples-là entendent parler du couple franco-allemand, mais ils disent c'est quoi ce système? Vous voulez décider pour nous? Chacun de ces peuples veut sa liberté. Et on voit bien qu'il y a une vague qui monte. Ce n'est pas une vague qui est anti-européenne, c'est une vague qui veut vivre selon sa culture, selon son identité, selon son histoire. On en a marre de toutes ces nouvelles mœurs qui arrivent de la côte ouest américaine, qui passent par l'ONU, qui arrivent par l'Union européenne et qui sont imposées à nos lois nationales. On veut simplement que la démocratie fonctionne, c'est-à-dire que le peuple se réunisse et que la loi parte du bas de ce que nous vivons et monte. On ne veut pas que la loi arrive au-dessus par une logique supranationale qui n'est pas supranationale, qui est simplement dans les mains de lobbies et de puissances d'argent, et ces élites du haut méprisent le peuple du bas. Et quand une société a une forme de sablier, et non pas une forme d'un réplique, elle va se casser en deux. Et l'Union européenne risque de se casser en deux. Donc, Nicolas, donc, Jean-Frédéric, il faut à tout prix que vous soyez là-bas, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour représenter les intérêts de la France quand le système sera en crise. Parce que si les Français ne sont pas là, quand l'ensemble des mouvements vont dire on repense l'Union européenne, et on aura besoin de cette Union européenne dans une forme respectueuse des nations et des libertés, pour une France libre dans une Europe des patries, il faut que vous soyez nombreux et présents pour tirer la meilleure épingle du jeu dans l'intérêt de nos enfants et de notre intérêt, c'est-à-dire dans l'intérêt de la France. Alors on vient à peine de démarrer la réunion et déjà on nous enlève un siège. C'est pour vous dire que les élections vont quand même être difficiles. Cher Nicolas, cher Patrick, cher Emmanuel, saluons les élus qui sont ici présents, en particulier Catherine, je ne vois plus, Catherine Bols, qui est notre conseillère régionale locale. Chers amis, je suis triste, je suis en colère, je suis néanmoins plein d'espoir et parfaitement déterminé. Je suis triste parce que, pour reprendre l'actualité récente, je n'ai jamais vu, sans doute d'ailleurs vous non plus, et je sais qu'il y a quelques anciens ici présents, cher ami Lucie Dunati, avec qui on parlait tout à l'heure en entrée de la salle, qui regarde la vie politique depuis un moment, si j'ai bien compris, jamais je n'ai vu une telle dépréciation, un tel affaiblissement de la fonction présidentielle et de l'État dans notre pays. Jamais. Je dis ça d'autant plus tranquillement ici que, bien entendu, dans cette salle, personne n'a voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je suis tranquille. Bien, donc je continue. Je ne vais pas être très bon sur le registre, rassurez-vous. Enfin, je voulais quand même m'en assurer. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Bien, je vais me décaler un peu parce que du coup, pardon. Cet affaiblissement de l'État est le signe d'une crise institutionnelle, mais d'une crise politique dont, encore une fois, il y a très peu d'équivalents dans l'histoire de notre pays. Et ça m'attriste parce que la France mérite mieux que ça. Ce qui m'attriste aussi, c'est qu'en dépit des avertissements que nous avons pu, pendant l'élection présidentielle ou les campagnes législatives, auxquelles vous avez d'ailleurs certainement participé, tous ces avertissements que nous avons lancés finalement contre un programme présidentiel qui se déroule presque comme il était écrit au fond, parce que personne ne découvre rien quand on est un peu attentif. Et quand on lit un peu les choses de près, on sait parfaitement comment dire, quelles étaient les intentions d'Emmanuel Macron et quel serait le danger d'envoyer à l'Assemblée nationale une majorité parlementaire qui manque de la plus petite des expériences nécessaires pour exercer une responsabilité publique. Tout ça n'est pas étonnant. Et je suis d'autant plus attristé que nous n'avons pas été entendus quand nous avons alerté, il y a 18 mois, sur tous les dangers que représentait l'accession au pouvoir du macronisme institutionnel. Je suis en colère parce que cette semaine, je prends cet exemple récent, l'Assemblée nationale a adopté une loi dite sur les fake news. Vous avez entendu parler de ça sans doute. En fait, on est en train de raboter votre liberté d'expression. Quelques mois auparavant, à l'occasion de la révision constitutionnelle, le Premier ministre de la France a pu dire sans plaisanter qu'il envisageait de raboter les droits d'amendement du Parlement. Ne vous trompez pas, même si vous ne vous en rendez pas compte,
Lorsqu'on rabote les droits d'amendement du Parlement, c'est votre liberté qu'on rabote. Bien sûr, celle des parlementaires, mais celle des parlementaires, c'est la vôtre, puisqu'ils sont vos représentants. Vous allez avoir, avec la loi de finances, encore des augmentations d'impôts à ne plus savoir où les mettre. C'est votre liberté de décision et d'action qu'on rabote. Et puis, je passe sur ce qui est en train de se passer dans les territoires, qui petit à petit ampute les collectivités locales de leur capacité d'investissement et d'intervention. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est également votre capacité à préparer l'avenir qu'on ampute d'autant. Et alors, j'ai une seule question à vous poser. Vous allez tolérer ça jusqu'à quand? Sans rien dire. À partir de quand est-ce que vous allez considérer que ça suffit? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire. J'y viens, madame, ne vous inquiétez pas. Ne vous... On fait des constats et on parle jamais parce qu'on a sonné. Non, madame, attendez, pardon. Il y aura des questions tout à l'heure, je vous assure, vous pourrez parler tout à l'heure, on vous passera le micro. Laissez-moi terminer un peu. Laissez-moi terminer. Oui, bah, écoutez, je vais terminer, puis après vous me direz ce que vous avez à dire si vous voulez le dire. Moi je crois que vraiment, le moment est venu que vous disiez massivement que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui se passe, que vous ne le supportez pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, madame? On peut commencer par... Non, mais ça ne sert pas à rien de parler. Ça ne sert pas à rien de parler. D'ailleurs, vous le ferez tout à l'heure, puisque vous prendrez le micro, donc vous voyez bien que ça sert à quelque chose, franchement. Alors, je suis maintenant tout à fait optimiste parce que je vois bien qu'au fond, il y a deux choses devant nous qui se profilent. La première, c'est que, à la fin du compte, énormément de personnes, dans cette salle sans doute la majorité d'entre vous, partagent ce constat que nous devons absolument unir nos forces pour mener, réaliser et mettre en œuvre ce programme commun de redressement que nous attendons. Partout où nous sommes, partout où nous allons, nous voyons bien que sur l'immense majorité des sujets qui sont urgents, et qui touchent, comme le disait tout à l'heure Patrick et Nicolas le dira sans doute aussi dans un instant, qui touchent à la sécurité, à la dignité du travail, à la question d'islam conquérant, au sort des petites entreprises, à notre alimentation, à notre sécurité, etc. Tout ça, sur tous ces sujets, nous sommes tous ici d'accord sur les urgences qu'il faut mettre en œuvre, d'accord sur les priorités de l'action. Alors c'est à nous, parce que c'est notre responsabilité, là où nous sommes, pas tout seuls, de constituer ce projet sans lequel le redressement de la France ne sera pas possible. Vous allez avoir l'opportunité, dans les échéances qui viennent, de dire que c'est ce que vous voulez. Alors il faudra le faire. Mais cette fois-ci, faites-le. Parce que je suis bien persuadé qu'il n'y a pas 50,1% des Français qui étaient d'accord avec le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Et cependant, il est élu. Il va falloir expliquer ce mystère. Et ça recommencera tant que les électeurs français, personne ici n'est responsable de rien bien entendu, continueront de faire le choix qui n'est pas celui de leur volonté, qui n'est pas celui de leur conviction et qui n'est pas celui de leur projet. Donc vous avez à un moment, vous aurez très vite une responsabilité qui est celle de dire quel est le choix que vous faites, de choisir le camp que vous voulez et d'être représenté par les personnes dont vous considérez qu'elles portent vos intentions. Ne laissez pas à vos adversaires le soin de désigner davantage leurs représentants que vous ne devriez désigner les vôtres. Ne désertez pas le champ électoral comme beaucoup d'entre nous, d'entre nos amis, d'entre nos électeurs ont pu le faire à l'occasion de la présidentielle ou des législatives. Parce que c'est ça qui s'est passé. Alors je vous mets en garde. Ne recommencez pas, ne recommençons pas ce qui s'est passé il y a 1 an et demi. D'autant plus que, pour la première fois, et c'est aussi une source de mon espoir, il y a la possibilité d'envoyer au Parlement européen une majorité, un groupe très important de parlementaires qui partageront cette volonté de réformer l'Europe en profondeur, qui partageront cette volonté d'empêcher de nuire la Commission européenne, qui est de mon point de vue une des sources, une des principales sources de tous les maux, qui seront d'accord pour dire à la Banque Centrale Européenne que ce n'est pas la monnaie qui détermine la politique, mais c'est la politique qui détermine la monnaie. Il faut savoir dans quel ordre on place les choses. Et si vous ne faites pas ces choix, si vous ne nous aidez pas à faire ces choix, à être en mesure d'infléchir cette machine infernale, et de la faire changer de direction, d'organisation, peut-être même de sens, alors les choses continueront. Il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent. Et je vois bien que dans les autres pays, ce même mouvement se dessine. Vous le constatez comme moi. Patrick évoquait il y a quelques instants le groupe de Visegrad, les pays de l'Europe centrale, qui commence à
se réunir pour contester ces choix des puissances occidentales qui leur imposent des choses qu'elles ne veulent pas, ou qu'ils ne veulent pas. Mais partout en Europe, en Suède, en Italie, vous l'avez bien vu, aux Pays-Bas, au Danemark, dans tous les pays se lève cette contestation contre cette Europe folle qui veut faire uniquement de l'Union européenne un marché commercial ouvert à tous les vents, ce qui est l'antithèse, le contraire strict de notre volonté d'une Europe qui soit une Europe de la civilisation. C'est ça qui est en jeu, c'est pas une petite affaire. Ça dépasse largement le point de savoir si on envoyait X, Y ou Z députés au Parlement européen la prochaine fois. Ça dépasse largement le sort des partis politiques. Ça dépasse largement le point de savoir si on prépare ou pas les échéances ultérieures en se positionnant comme il faut aux élections européennes. Ça va très au-delà de la nécessité de faire survivre tel ou tel parti. Très au-delà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette possibilité que le Parlement européen, Patrick disait, serve enfin quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que se dégage dans cette instance un contre-pouvoir objectif aux institutions de Bruxelles. C'est ça l'enjeu des Européennes. C'est pas simplement un scrutin intermédiaire dans lequel on va se défouler parce qu'on n'a pas que ça à faire et qu'on a la possibilité facilement de dire qu'on n'est pas content. Ça peut servir à ça aussi. Mais vous voyez bien que cette fois-ci, alors que l'Europe est en train d'être détruite, cette fois-ci, il y a quelque chose de très, très lourd, très important qui se joue. Et j'ai cet espoir parce que je suis absolument persuadé que les Français nous rejoindront dans cette volonté de modifier l'Europe en profondeur. Ça ne peut se faire, et c'est l'objet de ma détermination, que si effectivement nous sommes dans une mécanique de rassemblement. Et comme dans toutes les réunions que nous avons animées jusqu'ici, c'est la 6e, depuis le mois de novembre ou décembre dernier, je ne sais plus, comme d'habitude, il y a dans cette salle des personnes qui viennent de tous les horizons de la vie politique française. Admettons de la droite française, mon cher Patrick, mais sans doute au-delà. Et je veux redire ici que les amoureux de la France ont été fondés avec cette conviction que il ne nous appartient pas à nous de déterminer ceux qui ont le droit de venir aux amoureux de la France en fonction de leur origine, de l'endroit d'où ils viennent. Ça n'est pas à nous de vérifier que tel ou tel vient bien d'un parti qui serait réputé fréquentable ou pas fréquentable. Ça n'entre pas dans nos catégories. Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui veulent participer activement au redressement de notre pays sont bienvenus, à partir du moment où ils sont d'accord pour agir dans le sens qui leur est proposé. Et c'est pourquoi tout ce qui est cette espèce de mécanique folle de séparer entre ceux qui auraient le droit de participer au débat public d'un côté et d'un autre côté ceux qui n'auraient pas le droit, au nom de quoi d'ailleurs, il faut rejeter tout ça. Cessons de nous faire imposer des catégories politiques du permis et de l'interdit par au fond nos adversaires, puisque c'est ce qui se produit depuis 40 ans. Ça, c'est notre détermination. Tout le monde est bienvenu pour participer à ce projet de redressement. Tout le monde est bienvenu pour dire son idée, son objection, sa critique, chère madame, ce que vous ferez tout à l'heure certainement. Et effectivement, cette expression est parfaitement aussi la bienvenue ici. Et notre démarche ne réussira que si, effectivement, nous sommes là, nous, pour vous aider à exprimer cette volonté, et que le moment venu, quand nous l'apporterons dans le débat public, eh bien, vous participerez vous aussi à cette grande démarche. Donc nous vous donnons rendez-vous à partir de tout à l'heure, pour prendre la parole pour alimenter le débat, et je vous remercie très sincèrement de votre présence. Merci à vous tous. Alors c'est extrêmement délicat de parler après tant de talents sans se répéter. Et comme vous avez soif de donner votre témoignage, je vais essayer d'être le plus bref possible. Pour autant, j'ai envie de vous dire certaines convictions très profondes. La première, c'est qu'il y a urgence. Et si vous êtes si nombreux ce soir, c'est que vous le ressentez au plus profond de vous-même. Il y a urgence parce que je pense que depuis maintenant quelques mois, les Français commencent à comprendre que si l'on tarde trop, il n'y aura pas de redressement possible. Oui, si on tarde trop sur les questions de sécurité, d'immigration, de développement économique, d'éducation, il n'y aura pas de seconde chance pour la France. Notre pays s'est relevé, comme l'a dit Emmanuel, à plusieurs reprises miraculeusement. Mais à force d'attendre, à force de subir, à force de lâcheté des hommes politiques, mais aussi lâcheté parfois de nos concitoyens, eh bien, il n'y aura pas de seconde chance pour la France.
Et moi, je ne veux pas me retrouver un jour face à des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, si la vie nous prête, si elle est longue, qui nous disent « Mais qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Pourquoi tu t'es pas levé? Parce que tu as eu l'instruction de tel politique, c'était pas le moment? Parce que tu t'es caché tu t'es voilé la face? Parce que tu n'as pas eu le courage de nos aînés? Parce que, très sincèrement, au second tour de la présidentielle, pour revenir sur cet épisode, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été si courageux que ça par rapport à nos aînés qui ont été résistants, qui ont été dans les maquis et qui se sont fait flinguer. Parce que c'est ça la réalité, torturée. On est dans le lieu de la résistance ici. Je veux dire par là que moi j'ai envie que vous ressortiez de cette salle, non pas en vous disant tiens, ils ont un programme, Patrick a tout à fait raison, ils ont le programme parfait. Mais avant d'avoir un programme, il faut avoir une énergie, il faut avoir un courage et avoir une volonté. Et il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Et souvent d'ailleurs, quand je croise des gens dans la rue qui me voient et qui viennent gentiment me dire bonjour, il y en a, ils me disent « Vous avez eu raison, monsieur ?» Je dis « Ah, vous n'étiez pas si nombreux entre les deux tours, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais mon pauvre monsieur, c'est trop tard. C'est trop tard. » Et bien là, je m'élève contre ça. Il n'est jamais non plus trop tard. Parce que c'était trop tard aussi sous Vichy. C'était trop tard sous Jeanne d'Arc, si je puis dire. C'est toujours trop tard en France. Donc, moi, je ne veux plus entendre de gens qui pensent comme nous. Je ne parle pas de nos adversaires. Parce que nos adversaires, on les connaît. Ils sont en train de détruire le pays. Je parle de cette majorité silencieuse qui pense comme nous, qui parle comme nous, qui à la fin des dîners vous dit, vous partagez un constat, et puis ils repartent tous, c'est trop tard. C'est trop tard, et puis on verra bien. Non. J'ai envie que vous sortiez de cette salle en vous disant, il y a des femmes et des hommes courageux ici, qui ne sont pas parfaits. Qui est parfait? Qui ne pense pas obligatoirement comme eux sur tous les sujets. Qui pense pareil sur tous les sujets? Mais qui ont l'énergie, j'allais dire l'énergie du désespoir, en tant que Français, de se dire, maintenant, on doit se mobiliser. Maintenant, on doit se rassembler. Maintenant, on doit proposer une alternative. C'est ça l'enjeu des amoureux de la France. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être là et que je vous demande de faire des petits demain, après-demain, pour qu'on alimente un grand mouvement populaire. Parce que sinon, on se fait plaisir. Vous passez une bonne soirée, nous passons une bonne soirée, mais si on ne sauve pas la France, ça ne servira à rien, et il est minuit moins 1 pour la France. Voilà l'enjeu de cette réunion, voilà l'enjeu de cette démarche au niveau national. Le second... L'enjeu est historique aussi au niveau européen. Et les deux vont de pair. L'enjeu est historique au niveau européen parce que pour la première fois, l'élection au Parlement européen peut nous permettre de bloquer cette mécanique infernale, totalitaire d'esprit qui détruit les nations et qui, ce faisant, détruit l'Europe. Ceux qui croient défendre l'Europe et qui passent leur vie à se dire européens détruisent l'Europe puisque l'Europe n'est que l'addition de nations ancestrales. Et là, le contresens qu'évoquait Patrick. Si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Donc moi, je refuse cette insulte de nos adversaires qui veulent nous faire passer pour anti-européens. Nous sommes beaucoup plus européens qu'eux. Parce que nous aimons l'Italie, les Italiens, parce que nous aimons les philosophes, parce que nous aimons la diversité de l'Europe, la civilisation européenne. Et ce sont eux qui sont en train de raboter tout, de détruire les fondements de l'Europe en détruisant les nations. Ce sont des criminels européens. Et voilà pourquoi on n'a aucune leçon à recevoir d'eux. Nous nous sommes battus ensemble, Patrick et d'autres, il y a 20 ans tout juste. J'étais jeune parlementaire et, parce que j'étais un peu, certains disent courageux, d'autres disent turbulents, j'avais envoyé balader mon parti d'origine, le RPR, et j'avais été rejoindre pour faire mon premier discours public, Porte de Vincennes, le duo Pasqua-Villiers, qui avait tellement raison. 20 ans. Mais aussi, je vous le dis, 20 ans de combat perdus. Et ça, on n'a plus le droit de laisser faire ça.
Et ce qui est paradoxal, c'est que la France, ce grand pays, qui a montré la voie à l'Europe, et je ne vais pas vous faire l'histoire de France et l'histoire de l'Europe, aujourd'hui est aux abonnés absents. Aujourd'hui a perdu conscience de sa mission, j'allais dire, civilisatrice. C'est en Pologne, c'est en Hongrie, c'est en Italie, c'est au Danemark, c'est en République tchèque, c'est en Autriche que les peuples se réveillent, que les leaders sont courageux. Et nous, tout l'été, je ne sais pas si vous avez vu la presse, les partis politiques cherchent des têtes de liste, cherchent des candidats pour aller là-bas. Comme si notre pays n'avait même plus la volonté de façonner le continent européen, de défendre l'intérêt de la France, de porter une voix historique. Le moment est aussi historique qu'en 1989 avec la chute du mur de Berlin. C'est la chute de l'Union européenne qui est en cours. C'est l'effondrement de l'Union européenne. Et l'horrible couple Macron-Merkel qui détruit l'Europe, qui monopolise l'Europe, et face à des peuples qui ont retrouvé la force de se dresser. Et nous, Français, amoureux de la liberté, nous, Français, qui avons une idée du monde, eh bien, on se tait et on laisse Macron agir. Alors, certains disent, je ne veux pas quitter ma région. Très bien. Mais faut-il encore qu'ils choisissent une ligne politique? Libre, soyons clairs, on est à Lyon. Libre alors au Wauquiez de ne pas être candidat aux élections européennes. Mais alors qu'ils choisissent une ligne. J'ai lu son livre, parce que je veux aller au fond des choses, on va aller clairement, puis après vous prendrez la parole. J'ai lu son livre, Europe tout changer. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, génial. Il défendait une autre position avant, il a changé, mais c'est bien. Nous avons convaincu quelqu'un. Je me suis dit, tiens, peut-être que Patrick, oui, a de l'influence. Nous avons convaincu quelqu'un, il a évolué. Et puis, j'apprends qu'il veut confier la liste européenne des Républicains à Michel Barnier, qui a signé tous les traités. Ou à Leonetti. Et puis, on ne peut pas, au moment où la France est en danger de mort, au moment où l'Europe a un sursaut des peuples, on ne peut pas hésiter un instant. Il y a un moment où on doit choisir, parce que c'est l'avenir du pays. J'entends aussi, de l'autre côté, au Rassemblement national, Marine Le Pen dire des choses très justes, et je l'ai soutenue sans aucune arrière-pensée au second tour, parce qu'il fallait le faire, pour réconcilier des électorats qui n'allaient pas vivre sur le piège de François Mitterrand depuis 40 ans. Bien sûr que j'ai des différences avec le Rassemblement national. Bien sûr que je ne suis pas d'accord avec tout. Mais pourquoi ces 6 millions d'électeurs seraient cornérisés, exclus de la vie politique? Ce sont des Français comme les autres, qui aiment leur pays, et qui font preuve de courage. Et bien sûr, je ne suis pas d'accord avec tout. Mais c'est inacceptable. Alors j'entends Marine Le Pen dire en Italie d'aller voir Salvini, je dis bravo. Dire il y a un moment historique. Elle a raison, je le pense. Mais alors il faut nous soutenir. Moi, je l'ai soutenu loyalement. Même après le débat du second tour, j'ai rien dit. Parce que je pensais qu'il fallait être solidaire. Et j'ai averti sur Macron. Maintenant, elle cherche une tête de liste. Je lui dis, et je lui ai dit, en privé, en public, je lui ai dit, mais à quoi ça sert? Soutiens-nous, soutenez-nous, rassemblons-nous, et on va y arriver. Si elle était tête de liste, si elle avait décidé d'être tête de liste, je vous le dis franchement, peut-être que je n'aurais pas été tête de liste. Si elle avait mis une personnalité capable d'aller là-bas porter le fer, j'aurais réfléchi à 2 fois. Mais on ne peut pas me reprocher, nous reprocher, de faire quelque chose, de vouloir unir les patriotes, s'il n'y a pas une offre politique de ce côté-là aussi. Et ce qui est terrible, je vous le dis, et tant pis s'il y a des journalistes, je vais au bout. Je vais au bout. C'est quand même terrible de voir des personnalités qui, au fond d'elles-mêmes, j'en suis convaincu, en tout cas je lis les écrits, sont d'accord sur l'immigration sur 80% des points. Nous avons d'ailleurs proposé à Debout la France un référendum sur l'immigration, et pour sourire, si ce n'est pas tragique, j'ai repris des propositions conjointes que j'ai lues dans le programme des Républicains et que j'ai lues dans le programme du Rassemblement national, et dans celui de Debout la France et du PCD.
Et on a mis le dénominateur commun dans ce projet de référendum. Et j'ai envoyé aux Républicains, je leur ai dit, on peut faire un référendum d'initiative populaire là-dessus. Moi, je n'ai pas les parlementaires, je suis désolé. Mais les Républicains en ont 250. Et s'ils signent, on force Macron à lancer un référendum d'initiative populaire sur l'immigration, domaine où les Français n'ont jamais été consultés. Eh bien, vous savez ce qui est arrivé? Ah ben non, il ne faut pas signer. Ah ben non, parce qu'on ne se parle pas. Ah non, c'est pas bien, ça vient de Dupont-Aignan. Et puis Dupont-Aignan, il a touché Madame Le Pen. Oh, il a serré la main de Madame Le Pen avec elle. Bon, c'est pas possible. Bon. Et puis de l'autre côté, les Républicains, ils parlent de la droite, on est au-delà de la droite, de la gauche, on ne sait plus où on est. Bon, on n'est quand même pas capable au moment où la France est en train de crever. J'étais dans une ferme tout à l'heure, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Nos banlieues sont au début de guerre civile, car les agressions qu'il y a, le racisme qu'il y a anti-blanc, aussi condamnable que l'autre racisme, c'est le début d'une guerre civile. Même M. Collomb, on est à Lyon, l'a suggéré dans son discours de départ. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Au moment où le pays crève, alors il faut défendre sa région, il faut défendre son parti, il faut, ras-le-bol. Moi, je vous dis ce que je pense. Et si j'ai pris la décision, moi je suis confortablement parlementaire, donc je ne le fais pas pour moi. Si j'ai pris cette décision, après en avoir parlé avec Jean-Frédéric, avec Emmanuel, avec d'autres, d'être tête de liste aux européennes, c'est parce que je veux bousculer le jeu politique français. Je veux que la France retrouve une voix à Strasbourg, à Bruxelles, pour porter une autre vision de l'Europe, la seule possible d'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant, avant de vous laisser la parole, promis, je vais être le plus bref possible. Et si je le fais, c'est parce que je suis convaincu qu'il faut bousculer les appareils politiques. Alors oui, j'ai vu là, ça s'agite. Général de Gaulle disait bien faire et laisser brère. Eh bien, nous, aux amoureux de la France, on va pendant cette campagne bien faire et laisser brère les appareils. Mais après, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Madame, vous allez parler, j'ai vu votre colère. Et je la comprends, votre colère. Mais moi, je vais vous dire aussi ma colère. C'est quand Jean-Frédéric s'est présenté à la primaire, je le connaissais comme ancien collègue, mais je l'ai regardé à la télévision, comme tout le monde. Et quand j'ai regardé la télévision, le débat, je me suis dit, tiens, il y a tous ces vieux rogatons qu'on entend depuis 20 ans, qui sont nuls, et il y en a un nouveau qui a super bien parlé. Et je me suis dit, tiens, j'avais pas du tout cette image dans ma tête de Jean-Frédéric Poisson. Non, mais je le dis. Mais oui, mais pourquoi pas le dire? Mais bien sûr. Et je me souviens, j'ai ma fille de 17 ans qui était devant la télé aussi, elle me dit, il est vachement bien ce type-là. Pourquoi il était bien? Je vais vous dire, c'est pas pour lui faire des compliments, parce que je lui ai jamais dit. Pourquoi il était bien? C'est qu'il parlait sincèrement, qu'il partait des réalités, et qu'il ne parlait pas avec une arrière-pensée politicienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait une immense sincérité. Et mais moi, je vais vous dire ma colère, en tout cas la sienne. C'est que tous ceux qui allaient le voir dans les meetings, ils n'ont pas voté pour lui à la fin. Eh oui. Non, mais il faut être clair. Parce qu'ils se sont dit, ah ben, faut peut-être voter utile, et puis le porte-monnaie a joué plus que les valeurs. Voilà. Et il y a un moment où moi je veux dire à ceux qui nous écoutent, pas à vous, parce qu'on ne va pas vous engueuler alors que vous avez été gentils de venir. Je veux dire à tout cet électorat, à tous ces gens qui passent leur vie à se plaindre de notre pays, des hommes politiques qui parlent, qui ne proposent pas, qui sont ceci, qui ont plein de défauts, eh bien, à un moment, aidez-nous, aidez-nous. Et si on fait cette liste pour l'élection européenne, c'est parce que justement, madame, c'est l'élection qui est demain. C'est la boule que vous allez avoir pour mettre dans les quilles. Et pour dire à nos partenaires, aux uns et aux autres, changez d'attitude. Si on veut gagner, si on veut éviter Macron, si on veut éviter que ça continue, si on veut éviter que l'Union européenne nous détruise, maintenant il faut se prendre en main. Mais ça ne suffit pas, alors je vais être très franc aussi avec vous, ça ne suffit pas qu'on fasse une liste. On résiste, nous sommes des résistants. Et cette résistance, elle est fondamentale. Vous avez des résistants devant vous. Et vous verrez qu'on va essayer de vous convaincre. Mais il faut aller au-delà.
Et c'est le deuxième point de mon argumentation, et après j'ai fini. C'est qu'il faut transformer les choses et il faut tirer les leçons de la présidentielle. Et moi j'ai tiré les leçons de la présidentielle parce que j'y étais. Et j'ai compris que les gens n'avaient pas compris ce qu'on proposait. Et j'ai compris que l'image avait été plus forte que la lecture, que la réalité. Et j'ai compris que les Français avaient eu peur. Et que nous sommes un vieux peuple sage, qui a été trompé, qui a une vieille expérience politique, qui a subi tellement de tromperies. Et finalement, au dernier moment, il s'est laissé embarquer par une hypnose médiatico-politique. Mais c'est aussi parce qu'il faut voir ses propres responsabilités, parce que le programme qu'on présentait au second tour n'était pas suffisamment élaboré pour pouvoir convaincre. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je me suis dit, à l'élection européenne, il faut qu'on soit bien meilleur que les autres. Parce que ce qu'on nous demande, c'est toujours plus dur que le système, puisqu'on est toujours caricaturé. Et donc, il faut qu'on soit exemplaire. Alors, il faut qu'on ait une liste exemplaire. Et on l'a dit, personne mis en examen sur notre liste. Sérieusement, je veux dire, parce qu'il peut y avoir des mises en examen calculées par un appareil judiciaire orienté. Mais il faut qu'il y ait une exemplarité absolue des comportements politiques. Le deuxième point, il faut qu'on ait un programme d'un sérieux absolu crédible. Et j'ai fini là-dessus, sur l'Europe. Le système qui tient la France fait peur aux Français en faisant croire qu'on est des mauvais Européens. Et je terminerai mon propos, parce qu'il y aura sûrement des questions, sur une image très simple, que je voudrais que vous reteniez, parce que, en tout cas, je n'ai pas trouvé mieux. Si vous en avez une mieux, vous me la dites. Je sais qu'elle ne convainc pas obligatoirement ceux qui habitent à la campagne et qui vivent dans une maison individuelle. Enfin, c'est celle de la copropriété. Moi, je veux virer le syndic de copropriété de l'Europe, c'est-à-dire la Commission de Bruxelles. On a un syndic de copropriété qui vous envoie une facture exorbitante de charges tous les mois. Ça nous coûte 9 milliards par an. C'est-à-dire qu'on verse 9 milliards de plus qu'on reçoit. C'est tous les prélèvements qui ont été faits sur les retraités depuis Macron. C'est considérable. Donc on donne 9 milliards par an à un syndic d'immeubles, la copropriété européenne. Ce syndic se mêle de notre vie dans nos appartements. Il décide à quelle heure vous vous levez, il décide la couleur de vos moquettes, il décide de ce que vous mangez à l'heure du déjeuner, il décide des amis que vous invitez, il décide de votre vie. 80% des lois sont décidées à Bruxelles par des gens non élus, avec la complicité de vos gouvernements. Il a supprimé les portes de votre appartement. Oui, les frontières nationales ont été supprimées. Il n'y a plus de porte à votre appartement. Il n'a même pas mis une porte fermée en bas de l'immeuble, puisqu'il n'a pas été capable d'organiser des frontières européennes. Tout le quartier vient se servir dans votre frigidaire. L'immeuble est devenu un squat géant. Et si vous vous plaignez, vous êtes un fasciste, un nazi, une horreur. Ça suffit. Qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qu'on va proposer ensemble? Il y en a qui veulent le Frexit. Ça voudrait dire quoi le Frexit? Ça voudrait dire je vends mon appartement à bas prix, puisque personne ne veut acheter dans cet immeuble, et je pars habiter sous la tente, au milieu du parc, dans la ville. Moi, je ne veux pas vendre d'appartement. C'est mon appartement. Cet immeuble, j'en suis actionnaire. L'Europe, la France est au cœur de l'Europe. La France n'a pas à disparaître de l'Europe. L'Europe n'est pas l'Islande, et l'Europe n'est pas l'Angleterre. L'Angleterre a une histoire particulière. Donc, il faut reprendre le pouvoir sur le syndic. Et donc, nous voulons, car pour la première fois, on a des copropriétaires qui pensent comme nous. En 2005, nous étions un peu seuls dans la copropriété à râler. On a voté non. Les Pays-Bas ont voté non, mais les autres, ils étaient soumis au syndic d'immeuble. Enfin, les voisins sont d'accord. Eh bien, on va remettre des portes à notre appartement. Ça veut dire des frontières nationales. On entrera dans notre appartement qui on veut. On va mettre fin à la facture exorbitante. On va, bien évidemment, rétablir nos lois nationales sur la famille, sur le fonctionnement social, parce que c'est à nous de définir la vie que nous voulons en démocratie. En un mot, nous allons renouer avec la démocratie nationale, avec le vote. Est-ce qu'on va être un mauvais Européen? Non.
Parce que la copropriété, le syndic d'immeuble, lui, doit s'occuper des parties communes. Et il y a beaucoup de choses à faire dans les parties communes. Parce que le paradoxe, c'est qu'il a supprimé les portes, c'est l'anarchie, la facture est exorbitante, mais il n'a pas tendu la pelouse, il n'a pas fait marcher l'antenne de télé, il n'a rien fait de son boulot. Il n'y a pas eu un programme scientifique qui a marché depuis 20 ans. Les nations d'Europe, elle est la garantie de la paix. Mais l'anarchie, je peux vous dire, c'est les prémices de la guerre. Guerre civile, guerre extérieure. Et le continent européen a vécu suffisamment de tourments historiques gravissimes pour que notre génération, qui a connu la paix grâce à la coopération, ne connaisse pas la guerre à cause de l'anarchie. Et c'est ce que nous préparent ces apprentis sorciers. Voilà pourquoi j'insiste auprès de vous pour vous dire que ce qu'on fait là est d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays et de notre continent. Vive la France, vive la République.